Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Quel dispositif pour une meilleure prise en charge des startups au Burkina? Nous allons le découvrir dans ce numéro spécial Startup Policy Hackathon. Alors, pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau les acteurs des trois grands secteurs ou des trois grands acteurs qui interviennent dans l'écosystème entrepreneurial au Burkina Faso. Il s'agit des entrepreneurs, surtout des start-upers, et aussi les politiques publiques et les structures d'accompagnement entrepreneurial et innovation. Sans plus tarder, nous avons sur notre plateau M. Honoré Kitieta, qui est le directeur général de l'AFP-PME. Soyez le bienvenu. Merci. Nous avons aussi sur notre plateau M. Bado Martial. Il est le directeur général du groupe Charisme. Soyez le bienvenu. Merci. Sur notre plateau, nous avons invité Mme Sarah Ouedraogo, qui est la chef des services entrepreneuriat et insertion à Desieux. Elle est aussi la coordonnatrice de Policy Hackathon Burkina Faso. Soyez la bienvenue. Merci. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec Mme Lisa Tietiembou, qui est la directrice générale de la fabrique et facilitatrice du Policy Hackathon Burkina Faso. Sans plus tarder, vous allez nous présenter vos différentes structures et les activités qui y sont menées. Monsieur Kitieta, AFP-PME. Très bien. Alors, merci pour l'opportunité que vous donnez à l'AFP-PME de se faire connaître davantage au public. Donc, l'AFP-PME est une structure, un établissement public de l'État qui relève donc de la catégorie des fonds nationaux de financement, placé sous la tutelle technique du ministère du Commerce et de l'Industrie et la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Et nous avons pour mission d'offrir en synergie avec les banques et établissements financiers des produits financiers et des produits non financiers, à savoir des produits d'encadrement, des produits de formation et d'appui conseil. D'accord. Merci pour cette belle présentation. Groupe Charisme, on va parler des innovations au sein du groupe. Voilà. Et bien, Charisme est créateur de calepin en pan-africain. D'accord. Voilà, nous avons lancé cette initiative depuis juillet 2018 et nous sommes devenus spécialistes du calepin. D'accord, des blocs-notes en jargon, voilà, agenda. Des calendriers. Exactement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Madame Ouedraogo, Desieux et Policy Hackathon. D'accord. Merci vraiment pour l'opportunité. Alors, Desieux, c'est l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, donc qui forme des ingénieurs. Et la vision stratégique de Desieux, c'est de former des ingénieurs entrepreneurs. Donc, on forme des jeunes qui peuvent créer leur emploi à la sortie ou alors mieux s'insérer dans le tissu économique. Donc, Desieux, dans cette vision-là, a créé un incubateur ainsi qu'une pépinière d'entreprise. Ça fait déjà plus de 6 ans. Donc, nous sommes dans le domaine scientifique. Et donc, je dirais que c'est un peu ça notre spécificité. Pour ce qui est donc des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, je dirais que c'est une terminologie générique, qui permet donc de regrouper toutes les structures qui apportent un accompagnement, qui donnent un accompagnement aux entrepreneurs. Que ce soit à ce moment-là les incubateurs, les pépinières, les Fab Labs, les associations, les structures gouvernementales telles que voilà, donc AFP-PME, exactement. Donc vous avez tout un microcosme autour donc de cette terminologie-là. D'accord. Alors Lisa, les innovations à la fabrique. Merci beaucoup. Donc, la Fabrique, c'est donc un incubateur d'entreprises sociales qui existe au Burkina depuis 2014. Oui. Et du coup, nos nouveautés, je dirais, pour 2019, on a de nouveaux projets, évidemment, qui sont rentrés en incubation et qu'on accompagne, qui travaillent sur des sujets aussi divers que la valorisation du bois sec au Burkina, que le recyclage de papier pour lutter contre les sachets plastiques, ou la création de cubes exhausteurs de goût à partir de produits locaux. Voilà, donc autant de projets qui sont encore plus intéressants les uns que les autres et qu'on va accompagner sur 2019. Oui, purement dans l'entrepreneuriat social. Toujours avec beaucoup d'impact social. D'accord. Alors, ce 22 février, nous avons connu le Policy Hackathon Burkina Faso. Voilà l'activité, comme on l'appelle, I4 Policy Hackathon. Alors, nous vous invitons à suivre le résumé de cet événement et ensuite, nous reviendrons sur le plateau pour échanger dessus. Le Policy Hackathon Burkina marque le premier événement clé de l'engagement de l'écosystème local dans le processus de co-construction de politiques publiques. Tenu ce 22 février 2019 à l'Institut Desieux en collaboration avec la Coalition des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et de l'innovation,
le premier Policy Hackathon au Burkina Faso, organisé par le mouvement panafricain I4Policy, avait pour objectif principal de rassembler les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial du pays afin qu'ils conçoivent ensemble un projet de politique publique visant à améliorer le climat des affaires pour les startups innovantes. Le processus, bien entendu, peut être long parce que, comme vous le savez, derrière, il y a une stratégie d'écriture des projets de loi, une stratégie d'implémentation et une stratégie d'évaluation également. Donc, la stratégie a bien été créée au Rwanda. On a pu par la suite dérouler un Policy Hackathon au Nigeria, donc qui visait à déterminer la vision pour l'économie numérique au Nigeria. Donc, le hackathon a été un grand succès. Une consultation publique a été lancée qui a touché près de 2500 entrepreneurs partout sur le territoire nigérian. Et par la suite, on a été donc au Sénégal avec donc la version préliminaire du Sun Startup Act qui a été produite à Bamako au Mali avec donc toujours un Startup Act malien et en Côte d'Ivoire avec une version préliminaire du Startup Act ivoirien. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui s'est fait représenter par le directeur général de l'AFP-PME, M. Honoré Kietieta. Ce dernier s'est prêté à une série de questions-réponses à bâton rompu avec les entrepreneurs pour enfin évoquer le leadership qui sous-tend toutes les actions du ministère pour la promotion de l'entrepreneuriat au Burkina. Nous avons la chance d'avoir en tout cas une nouvelle vision portée par un ministre relativement jeune et qui justement pour ce type de thématique a un faible et qui en tout cas a endossé le rôle donc, de leader pour tout ce qui concerne les réformes pour la promotion du secteur privé. Et c'est tout naturel que le leadership est placé au cœur de toutes les décisions, toutes les actions qui sont menées au niveau donc, du ministère du Commerce. Au total, 3 ateliers ont été animés lors de cette première partie des activités. Ces ateliers ont porté surtout sur les étapes clés d'évolution des startups, de l'idée à la croissance, en passant par la création du projet, ce qui va permettre de restituer 10 grands défis pour chaque phase de développement. Cette dynamique a été rendue possible avec l'appui financier de la Banque mondiale, de la coopération italienne et du PNUD. Nous parlons spécifiquement de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment d'inciter les jeunes, d'inciter les femmes à prendre leur propre destin en main et puis de mettre à contribution leur créativité, leur passion, leur motivation pour contribuer avec des produits, des services, en utilisant les plateformes technologiques qui existent et les moyens technologiques qui existent, pour non seulement contribuer à créer des emplois pour eux-mêmes, contribuer à créer des emplois pour d'autres, mais également permettre au pays d'atteindre ses objectifs de développement dans certains secteurs. Et notamment, nos pays, bon, pour la plupart en Afrique, ont une population très jeune. Et donc c'est ce vivier-là qui est le plus concerné par cela. Que les jeunes comprennent aujourd'hui qu'ils constituent la pierre angulaire du développement et que l'avenir du pays se fera ou ne se fera pas sans eux. Les participants, incubateurs et entrepreneurs ont compris les enjeux de ce Policy Hackathon et n'ont ménagé aucun effort en termes de mobilisation en vue d'obtenir des propositions concrètes qui seront adoptées sur le terrain. Vous savez, l'écosystème entrepreneurial au Burkina, tout comme dans la sous-région, rencontre certaines difficultés, notamment au niveau réglementaire. Et la réglementation peut influencer l'écosystème. Ça peut être une influence positive qui va accélérer l'écosystème ou inadaptée qui va ralentir l'écosystème. Et le but de l'hackathon, c'est de diagnostiquer cet écosystème, voir les problèmes que rencontrent les entrepreneurs et proposer des solutions concrètes pour faire évoluer l'écosystème afin qu'il ait une influence positive, c'est-à-dire faciliter l'accélération des startups. Je dirais qu'il y a beaucoup de propositions de loi qui sont sorties autour de la législation sur l'import-export de produits. Il y a beaucoup de propositions qui ont tourné autour de cette thématique. Beaucoup de propositions aussi qui ont tourné autour de l'éducation
et du fait d'intégrer l'entrepreneuriat dans les cursus scolaires bien plus tôt que c'est le cas aujourd'hui. Et une troisième grande thématique qui est sortie, c'était la création de lois qui favorisent la consommation de produits locaux. La deuxième partie des activités avait pour but de demander aux participants, acteurs du monde des affaires, de formuler des solutions à l'intention du gouvernement à partir de leurs problématiques, après un processus de travail groupé aboutissant à une législation adaptée. Une mise en situation était nécessaire pour une meilleure compréhension. Après cela, chaque entrepreneur avait environ 40 secondes pour faire une proposition de loi. Il est important de partager leur avis sur ce policy hackathon. Clairement, les propositions qui sont ressorties là sont des réalités que vivent aujourd'hui, sont liées aux réalités que vivent les entreprises. Donc je pense que c'est des propositions très pragmatiques. En tant qu'entrepreneur, on est souvent seul dans notre coin. Le fait de pouvoir se retrouver ensemble, partager, échanger sur des problématiques communes, ça donne du tonus. En tant qu'entrepreneur, moi je suis passé par toutes les étapes de l'idée à la création et maintenant à la croissance. Et c'est vraiment une opportunité pour qu'on puisse recenser ensemble toutes les difficultés qu'on a traversées et arriver à traduire ces difficultés-là en propositions de loi ou en tout cas à des solutions pour éviter que d'autres jeunes puissent aussi tomber dans les mêmes pièges ou souffrir comme nous. On ne pouvait organiser un événement aussi important sans l'implication des observateurs représentant les forces de décision publique qui ont accompagné ce processus durant la journée avec pour mission de retransmettre ce qui a été élaboré comme projet de loi visant à améliorer le climat entrepreneurial et d'innovation du FASO. C'est une plateforme qui réunit, n'est-ce pas, des décideurs politiques, mais aussi des acteurs du privé, que ce soit des startups ou des incubateurs. Donc c'est vraiment l'écosystème entrepreneurial qui se retrouve sur une seule plateforme et ça ne peut que dégager des initiatives ou des idées que nous, les politiques, nous devrons porter pour que ça puisse être bénéfique pour ces jeunes-là. Une activité qui était très riche et qui a permis enfin aussi de réunir tous les acteurs de l'innovation, mais aussi de l'entrepreneuriat, qui parfois ne se connaissaient même pas. Donc c'était enfin l'occasion de se rencontrer, de discuter ensemble et de faire des propositions de réformes intéressantes pour le Burkina. Tout ce qui a été dit dans cette salle sera noté et sera donc porté donc à qui de droit, notamment donc au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Si cette journée est un succès selon les participants, nous le devons à ces talents. C'est vraiment une grande satisfaction parce que ce premier policy hackathon Burkina a été vraiment un grand succès. Nous étions partis sur la base de 80 personnes et finalement nous avons eu 130 personnes qui ont été présentes et on avait plus d'une soixantaine d'entrepreneurs qui ont été acteurs toute la journée, qui nous ont portés, qui nous ont inspirés, qui nous ont soutenus. Voilà, donc vraiment c'était vraiment une journée formidable et hautement humaine. Alors le prochain hackathon Policy UEMOA se passera en juin 2019 et ça sera pour revivre les mêmes moments, voire mieux, puisqu'il y aura du coup les 8 pays membres qui seront présents. Et j'invite du coup toutes les personnes qui ont été vraiment intéressées par l'initiative à se manifester. Nous ne manquerons pas de leur faire part des résultats des travaux que nous avons eus durant cette belle journée. Retour sur le plateau de FASO Business. Après ce VTR, nous allons planter le décor avec Sarah Ouedraogo. Alors, le contexte Le contexte a été créé par le mouvement I4 Policy, donc qui nous a approchés parce que c'est un mouvement panafricain qui veut faciliter, améliorer le climat des affaires en fait, pour les startups particulièrement. Et il y avait clairement quelque chose à faire pour le Burkina. Donc, du coup, cette dynamique a permis donc de nous coaliser aussi bien au niveau des structures d'accompagnement et d'impliquer donc les pouvoirs publics et les entrepreneurs pour qu'ensemble nous puissions donc réfléchir à quelles sont les problématiques, mais avec la particularité, c'est qu'on propose des solutions et ces solutions-là aussi doivent pouvoir aller jusqu'au projet de loi si besoin est. Donc, le diagnostic se fait pour le Burkina et c'est en cours actuellement. Alors, Lisa, comment vous définissez la co-construction politique publique ? La co-construction, c'est une démarche qui est particulièrement intéressante, en tout cas quand il s'agit de l'écosystème des startups.
C'est l'idée de construire ensemble des projets de politique publique ou bien même des actions à mener, de les construire ensemble avec les entrepreneurs, les décideurs publics et les structures d'accompagnement, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont engagés dans cette dynamique et qui vont ensuite profiter, utiliser ou appliquer les décisions qui vont être prises. Alors, sur ce plateau, nous avons les 4 grands acteurs. Nous allons demander à celui qui représente les entrepreneurs de parler de leurs attentes. Voilà, vous avez participé à cette activité. Quelles sont vos attentes? Eh bien, nos attentes sont claires. Voilà. C'est déjà d'être acteurs des décisions qui seront prises avec nos gouvernants. Ne pas être en marge pour éviter de donner la parole à quelqu'un qui n'est pas du domaine, de pouvoir faire des propositions qui peuvent ne pas être dans notre champ de vision. Voilà. Notre attente première, c'est celle-ci. La seconde, je dirais, c'est d'être acteur également du développement. Pas seulement des propositions, mais du développement de notre pays, de par nos actions. Et bien au-delà, je pense, c'est de réunir une force de proposition dans ce cadre-là. Tout à fait. Je pense que c'est l'objectif de Police et Hackathon. Monsieur Kieteta, comment vous concevez cette co-construction que Mme Lisa vient de définir? Vous êtes du côté voilà, des politiques publiques. Et de votre côté, comment vous concevez cela? Merci pour la question. Moi, je dirais que la co-construction, justement, s'inscrit dans la dynamique. Donc, la gestion, je pense, de la cité, donc les affaires politiques. Je pense qu'il est du ressort des pouvoirs politiques de définir la stratégie politique dans l'intérêt national. Et justement, donc, cette approche participative qui permet au secteur privé, qui est finalement destinataire donc, de ces réglementations qui vont sortir lorsqu'on élabore des lois, que ce secteur privé soit force de proposition, comme il a dit. Ça facilite un peu en termes d'efficacité, en termes d'appropriation donc des textes qui sont élaborés. Et nous, on ne sort que grandi de cela. Et on a bien salué en tout cas l'initiative Hackathon, donc Police et Hackathon, qui a permis cette fois-ci donc de démarrer, de déclencher en fait la procédure au niveau du secteur privé plutôt que par le secteur public. Et parfois, vous savez, ça se fait en impliquant d'autres acteurs, pas toujours les plus pertinents. Et comme cela est ressorti lors de l'activité, les professionnels, les experts de l'entrepreneuriat sont les entrepreneurs, donc ils avaient voix comme l'interview, voilà. Et donc, voilà. Alors, nous allons continuer avec vous. Vous, en tant que champion, parce qu'on vous donne ce titre, quel est le rôle qui est vraiment lié à ce titre-là? Alors, je veux dire que le champion de Police Hackathon, c'est le ministre du Commerce. Donc, je voudrais encore remercier l'équipe, les initiateurs donc, qui ont pensé à associer le ministère du Commerce. Vous savez qu'on a pour rôle donc, de formuler et de mettre en stratégie les politiques en faveur de la promotion du secteur privé. Et donc le ministère du Commerce s'est rapidement décidé quand il a été approché donc, pour conduire, en tout cas donner d'abord sa caution morale. Il n'a pas hésité à donner sa caution morale et donc à dépêcher au moins 5 directions donc en charge des questions entrepreneuriales, notamment la direction générale de la promotion de l'entreprise, la direction générale du développement industriel, parce qu'il y a un bon nombre de PME, PMI. Tout à fait. Il y a le Centre national de propriété intellectuelle, vous avez la FPPME également que je dirige. Donc notre rôle au sein donc, de ce dispositif, c'était d'abord de parrainer, donc en donnant la caution, en ouvrant les portes, et en associant donc des acteurs pertinents. Nous avons recommandé, parce que je pense que c'est une démarche indépendante, nous avons recommandé des acteurs qui nous pensons être pertinents. Bon nombre ont été retenus et nous saluons en tout cas leur participation massive à ces débats. Et donc nous sommes le réceptacle des projets de loi. C'est à nous de porter donc, ces projets au niveau du gouvernement. Et nous pensons que le champion qui a été désigné, en tout cas qui s'intéresse à ce type de questions, ce défi, en tout cas, s'il est convaincu des solutions et des propositions qui sortiront donc de ces travaux, se fera le leader et véritablement le champion donc des réformes apportées parce qu'il a le souci donc de renforcer la compétitivité donc de Burkina Faso à travers donc justement un cadre réglementaire favorable à la pratique des affaires. D'accord. Et quels sont les dispositifs légaux au Burkina Faso pour faciliter l'activité des startups? Des dispositifs légaux si elles existent? Alors, donc, je pense que le Conseil des ministres du 27 février a déjà acté
la mise en œuvre donc, de la loi de promotion et d'orientation des PME. Et il y a eu la prise d'un décret concernant l'accès à la commande publique. Donc il faut savoir que depuis 2017, il y a une loi qui a été votée avec des décrets qui concernent donc la mise en œuvre d'une charte des PME. Et cette charte consacre un certain nombre d'avantages. Et dans ces avantages, vous avez l'accès déjà à la commande publique. Donc 15% dorénavant seront réservés, la commande publique sera réservée voilà, aux PME et même aux artisans avec beaucoup d'allègements, notamment sur les conditions de caution, les conditions de garantie financière qui seront... Formelles et informelles ou formelles seulement? Alors, disons que la charte vient résoudre le problème de l'informel. Il faut qu'on se le dise, on ne tire pas suffisamment profit des acteurs qui sont dans l'informel. Donc, il nous faut trouver les passerelles pour leur permettre donc de se formaliser. Et justement, le partenariat que nous avons tenté d'établir, c'est cette charte qui donne des avantages, mais qui a des obligations en face. Tout à fait. Et donc, les acteurs qui s'intéressent à adhérer à cette charte pour pouvoir bénéficier de tous les avantages qui sont contenus, donc sont quand même tenus d'avoir une comptabilité minimale. Et il y a le CGA, vous connaissez tous les centres de gestion agréés, pour des participations modiques, des frais d'adhésion modiques, permettent de tenir la comptabilité et de vous assister en cas de difficulté avec le fisc. Et aujourd'hui, nous levons toutes les contraintes, toutes les barrières pour aller vers la formalisation. Donc la charte est un outil incitatif pour permettre d'aller vers la formalisation des entreprises. Donc je pourrais en citer d'autres avantages contenus dans la charte. Vous avez l'accès au foncier. C'est une problématique assez sérieuse, importante. Oui, tout à fait. Et la charte consacre donc que les parcs industriels qui sont prévus donc dans le cadre de la stratégie nationale d'industrialisation prévoient donc une bonne partie pour les PMI, les petites et moyennes industries. Et l'État, d'abord en tant que structure, va promouvoir les incubateurs publics et va donner également un certain nombre d'incitatifs pour les incubateurs privés qui vont servir d'infrastructure d'accueil pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour démarrer une entreprise, se faire former, accéder au financement et les questions d'industrialisation, de transformation. Nous avons des Fab Labs, par exemple au niveau de la FPPME, vous avez le projet d'incubateur qui est en train d'être érigé pour le secteur agroalimentaire. Le numérique, je pense que le 1er mars, on va l'inaugurer, donc un incubateur multimédia avec un partenaire ressortissant de la diaspora pour toujours permettre de diversifier l'économie. Et vous avez un certain nombre de mesures par rapport à l'accès au financement. Donc vous avez certainement entendu ça et là, la promotion d'un certain nombre de conventions avec des banques de la place qui vont permettre d'offrir des produits plus adaptés au segment des PME, parce qu'on a ceux qui sont vraiment au top, qui financent les grandes entreprises, qui ont une information financière fiable, bien fournie. Vous avez ceux, par contre, qui sont dans la microfinance, qui... dont on ne peut pas tracer, au fait. Voilà, on n'arrive pas à tracer, qui accèdent au financement, mais à des coûts tellement exorbitants ou à des conditions tellement indécentes parfois. Tout à fait. Et vous avez ceux qui sont au milieu, donc, qui concernent donc les PME. Et justement, donc nous, à FPPME, on a pour mission d'offrir des solutions de financement, mais cela ne suffit pas. Donc on multiplie les partenariats avec les banques. On travaille également avec le ministère de l'économie et des finances, notamment sur la promotion du financement participatif, la plateforme de crowdfunding. L'étude est presque bouclée. Nous allons promouvoir ce type de financement de façon formelle, parce que nous voyons sur Facebook parfois les gens... Il existe beaucoup dans les pays développés, mais en Afrique, mais il faut sécuriser les investisseurs, les placeurs de fonds. Et donc un certain nombre d'initiatives contenues dans cette charte qui vraiment, en tout cas, viennent, notamment les questions d'exonération, d'exemption sur l'impôt sur le bénéfice. Vous avez également le nouveau code des investissements qui permet à un projet de PMI d'environ 25 millions de francs CFA de pouvoir avoir son projet agréé et bénéficier des avantages prévus pour les grandes entreprises. Et donc, beaucoup d'initiatives et nous espérons en tout cas que... Et nous pensons que ces initiatives seront suivies par des campagnes de communication et d'information des acteurs concernés. Exactement, c'est une préoccupation qui a été évoquée lors du hackathon et on pourra en revenir. Tout à fait. Nous allons aller vers Sarah, la coordonnatrice de Policy. Notre champion connaît son rôle. Et quelles sont vos attentes pour notre champion?
Alors, nous avons de grandes attentes vis-à-vis donc du champion et on le lui a bien exposé d'ailleurs. C'est de dire que nous avons entamé, avec la méthodologie que nous avons appliquée le 22 février, une méthodologie hautement consultative et itérative. Ça signifie que on est parti d'un point, on a déjà collecté donc des défis, des propositions de solutions, etc. Nous allons les confronter avec donc la réalité du Burkina Faso. Nous allons échanger avec le champion en lui disant, bon voilà, aujourd'hui nous sommes arrivés à tel point, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour travailler là-dessus? Une fois qu'on aura, je dirais, arrêté une ossature consensuelle, à ce moment-là, lui, le champion prendra son bâton du pèlerin et ira dire donc aux autres ministères, enfin, il y a toute une procédure au niveau gouvernemental que nous ne maîtrisons pas, c'est pas notre rôle, mais lui sait comment ça se passe, comment ça se fait, comment est-ce qu'on peut nous accompagner au mieux pour qu'on arrive tous à l'objectif qui est commun, je pense, c'est le même qui est poursuivi par le ministère, qui est de permettre que l'environnement des affaires s'améliore et qu'on ait plus de jeunes qui puissent créer et réussir dans les affaires. Alors, en tant que représentant des SAEI, combien de structures d'accompagnement existent aujourd'hui au Burkina Faso et est-ce qu'on peut avoir une idée des fonds qui sont disponibles pour l'accompagnement des startups? D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, le recensement des SAEI est en cours. C'est pas finalisé, mais je peux vous dire qu'autour de l'activité du 22 février, il y avait 15 SAEI coalisés pour organiser le policier hackathon Burkina Faso. D'accord, une quinzaine. Une quinzaine déjà, sachant que nous sommes en train de continuer donc à pérenniser le mouvement et donc ça ne fait que faire tache d'huile. Cette initiative ne fait que faire tache d'huile. Pour ce qui est des fonds spécialement dédiés aux startups, bon, à part vraiment spécialement dédiés, à part Burkina Startup, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas spécifiquement. Il y a des initiatives privées qui existent, par exemple Orange, des initiatives privées dans ce sens, Diaconia pour les femmes. Vous avez aussi Total. Exactement. Voilà, c'est ce que nous pouvons compter. Vraiment, je dirais brander vraiment start-up. Hein. Je vais me permettre de définir ce que c'est qu'une start-up parce que je pense que ça peut être utile peut-être pour la compréhension par la suite. Le terme start-up, là, c'est un terme anglais qui veut dire jeune pousse. Alors, la réalité que ça recouvre, ce sont donc des jeunes entreprises qui sont en train de chercher à identifier leur modèle économique, qui ont de forts besoins en termes de levée de fonds pour de l'investissement et qui ont un très fort potentiel de croissance économique. Donc, c'est de ce type de structure-là aussi qu'on voudrait pouvoir mettre en lumière parce que nous pensons que, bon, il y a des choses vraiment à améliorer en ce sens-là. Oui, et surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui sont dans le domaine des startups. Ils réfléchissent beaucoup, observent, trouvent des solutions aux différentes difficultés qu'on rencontre. Mais face à eux, on a des obstacles. Alors Lisa, quels sont les différents obstacles que les startups rencontrent aujourd'hui au Burkina Faso? Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup et je pense que la première, elle est pas liée au Burkina, elle est liée au fait qu'entreprendre, c'est difficile. Tout à fait. Et ça, quel que soit le pays dans lequel vous êtes et quelles que soient les mesures qu'on prendra, entreprendre restera un exercice difficile et ça restera, je pense, un exercice qui ne convient pas à tout le monde. Je pense que c'est important de le rappeler parce que quand on fait ce genre d'échange, on n'a pas envie que le message qui passe soit devenez tous entrepreneurs, le ministère va tout faire pour que tout le monde puisse devenir entrepreneur. Non, l'objectif c'est bien de faciliter la mise en œuvre des nouvelles startups, mais je pense que c'est important de rappeler ça quand même. Il n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui quand on veut entreprendre et quand on veut monter des entreprises innovantes. Il y a pas mal de choses qui sont ressorties dans le hackathon, notamment la difficulté à être accompagné, d'un point de vue technique, à avoir des mentors qui puissent vous appuyer. Alors les mentors, ils sont très divers hein, et les entrepreneurs ont fait sortir beaucoup de choses. Beaucoup ont déploré le fait qu'ils n'arrivaient pas à accéder, par exemple, à des professionnels de leur secteur d'activité, mais avec plus d'expérience, peut-être plus âgés, qui auraient pu transmettre de l'information, des connaissances, de l'expérience. Ça, c'est des personnes qui sont difficiles à toucher. Oui. Il y avait aussi pas mal de difficultés qui avaient été formulées concernant l'accès au marché. On a un projet, on monte une entreprise.
Maintenant, le nerf de la guerre reste l'argent. Et comment est-ce qu'on fait pour vendre? Et comment est-ce qu'on fait pour vendre beaucoup? Donc là, il y avait tout un tas de questions relatives à deux axes, je dirais, très importants. C'est l'accès au marché public. Donc justement, on vient de citer déjà une avancée dans ce sens. Donc on n'a même pas attendu la fin du processus de Policy Hackathon pour mettre en place des choses. Et c'est vraiment super. Et la deuxième chose, c'était l'export. La question de l'export aujourd'hui est vraiment problématique. Et les entrepreneurs ne savent pas vraiment comment s'attaquer à cette problématique-là. Voilà, et je dirais que... deux autres difficultés que je pourrais citer, c'était l'accès au marché national pour les produits locaux. Oui. Beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui ont envie de valoriser les produits locaux. Tout à fait. Je pense que mon voisin en est un bon exemple. Oui. Malheureusement, ils se retrouvent en compétition avec des produits importés qui sont souvent issus d'entreprises qui sont beaucoup plus solides que des startups et face auxquelles il est très difficile de compétir. Déjà, au niveau des coûts, voilà, on ne peut pas. Exactement. Voilà. Au niveau des coûts, c'est compliqué. Au niveau de la force de communication de ces entreprises, c'est compliqué. Et ressorti en tout cas de nombreuses reprises qu'au Burkina, on a suffisamment de bons produits, on a suffisamment de compétences pour consommer ce qu'on produit et ne pas forcément aller chercher à l'extérieur des choses qu'on pourrait produire et consommer localement. Exactement. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur des entrepreneurs. Et la dernière difficulté que je citerai, et je fais exprès de ne pas la mettre en premier, c'est l'accès au financement. Tout à fait. Ça reste une difficulté, mais ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas la première. Oui. Donc ce n'est pas parce qu'on manque de financement que notre projet n'arrive pas à voir le jour et n'arrive pas à se développer. J'ai cité d'autres exemples de difficultés qui peuvent ralentir les choses. Mais c'est vrai qu'à certaines étapes du développement de l'entreprise, il y a des coûts qui sont difficiles à prendre en charge. Mener une étude de marché, réaliser un prototype, faire de la recherche et développement pour les projets particulièrement innovants, acheter les premiers équipements, acheter les premiers stocks de matières premières quand on lance une activité. Tout ça, ça demande des fonds qui sont parfois difficiles à mobiliser. Et même de nouvelles études de marché pour l'expansion. Voilà. Exactement. Et je me souviens même le 22 février, des entrepreneurs se plaignaient du fait que quand on rentre dans les supermarchés, on voit les produits locaux qui sont cachés, généralement, ou qui sont à terre, exposés à terre, et les produits de l'extérieur sont bien placés, voilà, en haut, en hauteur. Voilà. Dès qu'on rentre dans le supermarché, ce sont les produits étrangers qu'on voit, et les produits locaux sont cachés. Donc je pense qu'on va remédier à ce problème-là. Alors, Bado, vous, en tant qu'entrepreneur, comment capitalisez-vous votre participation à ce hackathon? Eh bien, déjà, c'est énorme pour nous de savoir que l'on est acteur en ce moment d'une décision. Et en ce moment, on réalise qu'il ne suffirait pas seulement d'être derrière un écran, voilà, pour tweeter et donner seulement les difficultés que rencontrent nos gouvernements. Mais en ce moment, c'est se mettre à la place et voir quelle force de proposition on pourrait avoir. Exactement. Déjà, c'est la première chose qui a été formidable pour nous, entrepreneurs. La seconde chose, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont à l'horizon. Et tout dépend de nous, en fait. En ce moment, c'est de mettre toutes les chances de notre côté, c'est de mettre toute la qualité de notre côté, et c'est de se réunir. Parce qu'en individuel, on est assez faible. Mais en collectif, on se voit beaucoup plus fort. Je pense que c'est le slogan du Policy Hackathon, l'union fait la force. Et alors Sarah, vous avez des retours des différents promoteurs comme Bado après ce hackathon? Alors, je dirais que les retours sont vraiment aussi enthousiastes que celui de Bado, parce que je pense que c'était quand même une première, de faire vraiment venir la base, les acteurs vraiment de base, et de leur poser des questions, de leur dire, écoutez, proposez des solutions, mettez-vous à la place donc du politique et vous-même proposez des projets de loi. Je pense que c'était la première fois qu'on le fait. Donc encore un grand merci à i4Policy, à ce mouvement panafricain-là. Vraiment, c'était une méthodologie vraiment innovante. Alors, est-ce que vous avez une idée exacte des acteurs qui ont été réunis ce jour-là? Oui, alors nous avons eu au total 128 participants et les 2 tiers étaient en fait des entrepreneurs. Ils étaient 68. Après, il y a eu bien sûr des observateurs et des facilitateurs. Donc il y avait les SAEI et il y avait les observateurs qui étaient donc, je dirais, les partenaires techniques et financiers, il y avait les ministères, il y avait les fonds. Enfin, on a vraiment communiqué de manière large. Le maximum possible, vraiment. Donc, pour un lancement, le mouvement a bien été suivi. Tout à fait. Et au départ, le format était fait pour 60 à 80 personnes. Hein. Donc, 128, je trouve que c'est une belle performance sur le Burkina.
Alors, M. Kieteta, en quoi les résultats de ce premier hackathon est intéressant pour vous? Alors, j'allais d'abord rebondir sur les difficultés, une des solutions, en tout cas attendues, notamment sur la valorisation des produits locaux. Oui. Il faut savoir qu'au niveau du ministère, il y a une stratégie qui est en train d'être mise en place pour la promotion donc, des produits made in Burkina. Tout à fait. Et justement, des partenariats seront signés avec beaucoup de distributeurs, beaucoup de places de marché, des marketplaces, où on va positionner vraiment au meilleur choix, au meilleur emplacement possible les produits burkinabés, avec un suivi qui va être fait sur les performances commerciales. Et on va primer donc ces boutiques-là qui vont jouer le jeu. Et vous savez, peut-être vous, du domaine, il y a la web télé. Bien sûr, oui, la web télé qui contribue beaucoup. Voilà. Qui a été voilà, lancée il y a 3 mois. Donc il y a une politique aussi digitale. Voilà, pour réaliser des communication digitale avec des capsules qui vont sortir. Des négociations avec des éditeurs, la presse privée, pour permettre aux PME de pouvoir communiquer. Parce que comme elle a dit, ils n'ont pas les mêmes moyens pour se positionner, pour être visibles comme les grandes entreprises, qui malheureusement ne soutiennent pas toujours la transformation des produits locaux. Et donc nous allons encourager en tout cas tous ceux qui font des efforts. Hein, bravo Monsieur Bado. Et sur les attentes. Oui, les résultats du hackathon, en quoi ces résultats sont intéressants? Voilà, alors, je pense que le devoir des gouvernants, c'est d'être à l'écoute voilà, des agents économiques principalement, pour le sujet qui nous concerne. Et donc, nous, n'ayant pas marchandé notre participation, sachant que le hackathon, le policy hackathon, a permis à des pays comme le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, de bondir dans les classements sur le doing business, les questions de climat d'affaires. C'est tout naturel, donc nous allons ouvrir grandement nos oreilles donc, pour écouter les conclusions voilà, pour être en haut de du ce classement. rapport. Et je peux vous dire qu'au niveau du ministère, on est vraiment impatient parce qu'on a eu vent donc de l'enthousiasme, des contributions et du caractère constructif hein, qui a quand même dominé l'ensemble des participants. Et quand moi je regarde la richesse, la variété donc des participants, allant des chercheurs qui ont trouvé des solutions aux PME qui n'arrivent pas à trouver l'arachide parce que l'arachide produit sur place est contaminé, plein de discussions que nous, on n'aurait pas pu mener. Et comme on dit, le hackathon, c'est un marathon. Et aussi le rôle du jeu, quand les jeunes entrepreneurs se sont mis à votre place. Exactement. C'était tellement intéressant. Tellement intéressant. Bon, j'espère qu'ils ont compris un peu, parfois, les difficultés que nous avons à faire entre les priorités ou à voir un peu l'intérêt que l'on menace lorsqu'on prend une décision. Tout à fait. En tout cas, on est heureux, on espère que ce type d'initiative, en tout cas, puisse se poursuivre. Et je salue également les initiateurs parce qu'il était bon temps que nous puissions avoir d'autres images du Burkina. Hein, et c'est bien que la Banque mondiale, la coopération italienne et tous les partenaires qui sont présents ici aient accepté de soutenir l'idée de valoriser l'image du Burkina Faso. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques soucis, mais je pense que la majorité se soucie de faire du profit, de faire davantage d'affaires. Et ce type d'initiative nous permet d'améliorer le climat des affaires. Et donc nous attendons... Je pense que c'est l'image d'un Burkina debout, dynamique et motivé. Comme le champion aime à le dire. Oui. Merci. Alors, Sarah, les prochaines étapes de façon détaillée. D'accord. Alors, la prochaine étape, c'est que début mars, nous allons produire un rapport consolidé que nous allons sur l'activité du 22 que nous allons remettre aux champions. D'accord. Donc pour vraiment faire l'exhaustivité de tout ce qui a été apporté comme défis et solutions. Ensuite, tout le mois on va dire mars-avril, on va vraiment rentrer dans le fond, dans la technicité des choses. On va analyser avec les textes de droit positif ce qui peut être fait, là où il y aurait des apports que nous pourrions apporter. Donc nous allons examiner tout ça. Et nous allons commencer une consultation maintenant avec tous les organes techniques donc, des ministères, en fait, hein, parce que c'est beaucoup plus large aussi que le ministère du Commerce. Voilà. C'est une sorte de plaidoyer. Voilà. Exactement. Exactement. Dans la finalité d'apporter donc un texte qui va être vraiment nous servir à tous. Il y a un deuxième niveau, parce que après donc cette phase-là, il y a, je dirais, la démarche, le mouvement Effort Policier lui-même, qui a une autre date, parce que si vous voulez, le Burkina est l'un des pays où le policier hackathon se déroule. Avant nous, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Mali. Donc, dans quelques jours, là, ça va se passer donc, au Niger. Après le Niger, il y a le Togo, il y a le Bénin. Et on a l'avantage au Burkina,
d'être le pays d'accueil donc de l'UEMOA. Tout à fait. Et comme la dynamique veut toucher donc toute la zone UEMOA, donc les IFOR Policy va revenir encore au Burkina Faso pour vraiment à ce moment-là faire ressortir donc une consultation technique maintenant sur toutes les difficultés repérées au niveau de la zone UEMOA et pourquoi pas on peut rêver, hein, pourquoi Oui, pas au-delà donc de l'UEMOA, Tout à fait. la CEDEAO, l'UA Oui. et plus loin en fait. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Alors Lisa, les propositions concrètes qui sont sorties dans ce hackathon, on peut en avoir une idée? Il y en a eu beaucoup. Hein. Oui. Il y en avait beaucoup et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que ce genre d'événement, c'est pas uniquement pour venir râler, se plaindre et dire que rien ne fonctionne. Tout à fait. Parce que ça, effectivement, c'est pas constructif et je pense que vous l'avez souligné, c'est ça qui était intéressant dans cette journée-là. C'est bien identifions les problèmes et puis retroussons-nous les manches et proposons des solutions nous-mêmes. Oui. Donc, on a répertorié entre 50 et 60 propositions de loi qui ont été formulées. Oui. Je pense que les participants se sont aussi rendus compte à quel point c'était compliqué de formuler des propositions de loi. Je vais vous donner quelques grandes thématiques qui sont ressorties. Donc, il y a eu beaucoup de propositions de loi concernant l'éducation et l'intégration de l'entrepreneuriat dans les parcours scolaires. Dans les parcours scolaires, parfois depuis les toutes petites classes, alors évidemment pas sous forme de cours, mais sous des formes plus ludiques. De dessin, voilà, de petits jeux. Voilà, pour essayer de favoriser le leadership, la prise d'initiative dès le plus jeune âge, et ensuite des modules qui soient adaptés en fonction de l'évolution pédagogique des parcours. Donc depuis le plus jeune âge jusqu'au baccalauréat, et ensuite à l'université, où là les cours existent déjà, mais beaucoup de jeunes entrepreneurs ont proposé des modifications dans la manière d'enseigner ces cours-là. Tout à fait. Ensuite, il y avait aussi beaucoup de propositions sur le financement, sur la création de fonds, qui soient dédiés sur des activités de recherche et développement, de prototypage, voilà, des choses comme ça. Beaucoup aussi de propositions pour modifier les textes réglementaires, pour créer par exemple des statuts spécifiques pour les startups. Déjà pour les startups, donc des statuts qui permettent de définir ce qu'est une start-up et de reconnaître la spécificité de ces entreprises-là dans le monde des affaires burkinabé. Ensuite, il y avait aussi la proposition de créer un statut pour le jeune entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur qui commence ses activités quand il a, je ne sais pas, entre 18 et 25 ans, n'a pas les mêmes problématiques qu'un entrepreneur qui démarre à 45-50 ans. Donc voilà, on a aussi eu beaucoup de propositions pour faciliter l'accès à des ressources humaines de qualité. Parce que ça, c'est un problème qui était ressorti chez beaucoup d'entrepreneurs. On veut développer des entreprises qui fonctionnent, mais on n'arrive pas à trouver des ressources humaines qui vont nous accompagner là-dedans. Donc, il y a eu la proposition de créer le statut d'étudiant, c'était étudiant entrepreneur, je pense que c'est comme ça qu'on l'avait appelé. L'idée de permettre à des étudiants de pouvoir libérer du temps pour pouvoir aller travailler pour une start-up. Tout à fait. Sans que la start-up ait à supporter le poids du salaire de cet étudiant-là. Donc ça permet à la fois de former l'étudiant qui acquiert une expérience professionnelle et en même temps de mettre à disposition des start-up des compétences, de l'énergie et plein d'idées qui viendraient des étudiants. Le statut de l'étudiant travailleur. Étudiant travailleur, c'est ça. D'accord. C'est plus juste. Voilà, et ensuite, évidemment, beaucoup de choses qui tournaient autour de la fiscalité, pour alléger la fiscalité à l'endroit des startups. Sur l'allègement au niveau de l'impôt sur les sociétés, l'allègement au niveau des taxes douanières, voilà. Surtout le commerce import-export. Exactement. Puisque aujourd'hui au Burkina, quand vous voulez importer un équipement, par exemple, pour lancer une activité, les taxes douanières vous découragent complètement d'envisager même cet import-là. Donc effectivement, il y avait des solutions qui avaient été proposées, notamment pour exempter de douane toute importation d'équipements qui coûteraient moins de 100 millions, pour permettre aux startups de ne pas payer d'impôt sur les bénéfices pendant les 3 à 5 premières années. Voilà, ce genre de propositions-là. Voilà ce que je pourrais dire. Donc il y en avait une cinquantaine. Donc elles sont quand même très nombreuses. Je pense que là, c'est bien résumé. Voilà, on a une idée générale des différentes propositions. Maintenant, le pré-rapport, je pense que tout est repris dans le premier rapport qu'on a fait et il est consultable et diffusable, bien sûr, sur simple demande. Donc, alors, Sarah va nous dire à la fin comment on peut y avoir accès. Je veux faire un petit test avec Bado en tant qu'entrepreneur. Si on doit réaliser une proposition parmi toutes ces propositions demain, quel est ton choix? Eh bien, ça serait faciliter l'importation de matériel de transformation
D'accord. Voilà. Et pourquoi ce choix? Eh bien, lorsque l'on va arriver à transformer un produit au Burkina Faso, il pourrait revenir moins cher. Lorsque l'on va transformer un produit au Burkina Faso, il pourrait créer de l'emploi. Lorsque l'on va transformer un produit au Burkina Faso, il pourrait donner encore plus de tonus au Burkina Faso, de savoir qu'ils peuvent compter sur leurs ressources. Exactement. Je pense que c'est la raison de la cherté des produits locaux. Exactement. Voilà. Et on se plaint tout le temps au niveau des coûts. Alors Sarah, comment on peut avoir accès aux résultats du 22 février? Alors, de manière très simple, vous nous contactez. Oui. Donc, justement, je profite de cette question pour dire que nous sommes en train de pérenniser le mouvement. Tout à fait. Donc, je lance un appel aux sociaux d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Donc, rejoignez-nous parce qu'on est dans une réflexion de pérennisation. Oui. Donc, pour les informations ainsi que pour les... On peut donner une adresse mail et un contact. Voilà. Alors, l'adresse mail, c'est plus simple. Donc, c'est union, saei.bf@gmail.com. Et donc là, vous avez des remarques, des questions, n'hésitez surtout pas, nous sommes vraiment disponibles. D'accord, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Monsieur Kietita, une dernière intervention. Je vais encore remercier donc, pour ce plateau qui nous permet en tout cas de faire le débrief avant l'heure de ce hackathon. Je suis tout heureux de savoir à la fin que l'une des premières préoccupations, c'est de pouvoir importer les matériaux, les équipements de transformation. Donc le choix du maillon de transformation veut dire beaucoup de choses et je suis content parce qu'il a beaucoup compris, il a tout dit. Oui. On crée de la valeur ajoutée, ça reste sur place les emplois et on repartit la valeur ajoutée avec tous nos ressortissants. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est que pour la question de financement, donc Lisa a rappelé un peu cela. Donc dans le PNDS, je pense que ça commence à être opérationnalisé avec la caisse de dépôt et de consignation qui va adresser principalement les questions d'investissement parce que c'est de ça dont ont besoin donc les startups parce qu'il faut des fonds adaptés. Ce qu'on trouve en banque, c'est pas des capitaux longs ou en tout cas c'est pas du capital de risque et je pense que le Burkina Startup a amorcé quelque chose, le FBDS... Je pense que c'est la 3e édition qui va être lancée. Exactement, mais je pense que la vision de l'État... C'est le segment de la fin, hein. Voilà. C'est pas l'amorçage, c'est vraiment le financement de l'activité du produit quand le il est lancement. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc justement il y a des discussions en cours, il y a un rapprochement à ce moment entre la FPPME et le FBDS justement pour offrir ces financements complémentaires en amont et en aval. Et donc, je pense que par rapport aux préoccupations qui ont été citées là, il y a pas mal de solutions qui sont déjà dans les tuyaux ou qui sont déjà sur le marché. C'est dommage, le code des investissements, le décret vient d'être signé. Donc, comme j'ai dit hier pour l'accès, la commande, ça c'est par rapport à la charte. Mais le code des investissements aussi qui a été promulgué assez récent. Et donc, c'est un défi communicationnel. Sinon, ces préoccupations, comme j'ai dit, d'importation à des tarifs exemptés de douane, c'est déjà reversé dans ce nouveau code. Alors nous allons nous mettre à la communication pour faire passer le message. C'est une invite en tout cas qui nous est faite, nous au niveau donc, du ministère du Commerce, donc de promouvoir tous les outils qui ont été élaborés donc, pour faciliter la transformation. Et je souhaite en tout cas merci beaucoup, M. Kietita. Alors Lisa, un dernier mot. Je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est au début d'un long processus. Donc la journée du 22, ça marquait le début de ce travail-là. Et comme l'a dit Sarah, vous avez vu que les étapes qui vont suivre sont assez nombreuses, toujours très consultatives, avec les décideurs publics, mais aussi avec les entrepreneurs qui auront encore d'autres occasions de donner leurs idées, de challenger les propositions, etc. Donc je vous invite, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par ce genre d'activité, à nous suivre, à nous rejoindre, à nous interpeller et à ne pas attendre que ça se passe pour vous. Exactement. Merci beaucoup. Et l'union fait la force. Bado, un dernier mot. Eh bien, moi, j'aimerais bien inviter notre gouvernement, à savoir qu'ils peuvent compter sur des entrepreneurs. Mais ne pas seulement penser financement, penser lobbying, pour pouvoir nous permettre de vendre nos produits à l'étranger également par leur force de proposition et d'intervention. Tout à fait. Au niveau de l'ONU, de l'UA, CEDEAO, UEMOA, je pense que le message est passé. On a le représentant de notre champion qui est là. Alors Sarah, on va boucler avec un dernier mot avec toi.
Ça va être des remerciements. D'accord. Donc, remerciements vraiment à i4Policy pour la dynamique et la méthodologie qu'il nous a apporté. Merci à la Banque mondiale pour son financement, la coopération italienne, le PNUD, qui nous a vraiment accompagnés sur l'édition ici. Les partenaires communicationnels comme BF1, comme Ethnique, comme je ne veux surtout oublier personne. Donc, et ensuite, toutes les SAEI qui sont sentis concernés par la dynamique et qui sont là en train de pousser pour que vraiment on fasse du beau travail. Donc, si je dois, je ne vais pas les citer pour n'oublier personne. Tout à fait. Mais vraiment, merci beaucoup à tous. Merci à tous ces jeunes entrepreneurs qui contribuent au développement économique et social du Burkina Faso et de l'Afrique. Merci à vous pour votre participation à ce numéro de Face au Business. Merci à Jonathan et à son équipe. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Faso Chic pour cette tenue et à très bientôt pour un autre numéro sur la télévision BF. D'ici là, portez-vous bien.